Bonjour à toi, bienvenue ici sur ma chaîne. Je vais faire une belle petite vidéo sur la méditation parce que je trouve que c'est encore très flou dans le monde occidental et donc surtout au Canada, en France, il y a plein de gens qui font de la méditation, il y a plein de gens qui savent pas pourquoi ils en font, savent pas comment la faire non plus. Et donc j'aimerais parler des 6 grands types de méditation et leur utilité, pourquoi est-ce qu'on la fait et qu'est-ce qu'on espère atteindre en le faisant. Alors la première, ça va être la visualisation. La visualisation, c'est très simple, c'est pour restructurer complètement notre esprit, notre cerveau, et ça pourrait être même pour intégrer les choses qu'on veut réellement. Pour plusieurs raisons, personnellement, ça va être surtout sur le fait d'intégrer qui je veux être, qui je veux devenir, qui je veux avoir dans la vie. C'est vraiment prendre l'habitude de visualiser ce serait quoi de vivre avec une confiance totale, avec tout ce que je veux avoir. Ce serait quoi de vivre avec plus de résultats, par exemple, dans mon travail. Ce serait quoi de vivre en voyageant dans telle ou telle place. Et après, j'observe mon ressenti pour savoir si c'est vraiment ce genre d'environnement que je veux aussi. Parce qu'en ce moment, je suis en voyage, là, je suis au Népal, je m'en vais au Cambodge la semaine prochaine. Comment est-ce que je me sens à m'imaginer être au Cambodge avec les vidéos que j'ai vues, avec l'environnement que j'ai vu? Comment est-ce que je me sens si je me dis que je vais aller au Sri Lanka? Et je me dis, toi, en ce moment, bon, Sri Lanka serait pas trop adapté parce que là, ça fait longtemps, ça fait 4 mois que je vis dans un pays qui est quand même très, très pauvre. Le Cambodge a l'air beaucoup plus propre, beaucoup plus développé. Donc, je me sens mieux à l'idée, tu sais, de changer d'environnement. Et puis après, peut-être revenir aussi. Mais bref, tu vois, c'est vraiment juste par rapport aux choses que je veux, autant futur proche que futur lointain. Ça peut être aussi d'incarner le moi du futur, le moi dans 10 ans. Samuel, dans 10 ans, qui fait des vidéos avec plein de confiance, qui sait de quoi il parle, il comprend les choses qu'il partage, qu'est-ce qu'il va dire, comment il va le dire, avec quelle intention, avec quelle vibration, quelle émotion, et de partager ça parce que je l'ai médité ou parce que je l'ai visualisé. Et plus je le visualise et plus je le médite dessus, ben, plus ça s'intègre en moi et plus je deviens cette personne. Il y a Bob Proctor qui disait « Le succès, c'est une attitude, c'est un comportement. Donc ça ne s'atteint pas. C'est tu as une attitude de succès et le succès vient à toi. C'est pas toi qui vas aller chercher le succès. C'est tu fais juste construire un environnement qui devient propice à l'installation du succès. Aussi, la visualisation, ça peut servir à énormément de choses par rapport à tes émotions. Si tu vis une grosse colère, tu pourrais visualiser, méditer, avoir une grosse boule rouge dans ta main droite et une grosse boule blanche dans ta main gauche. Et lorsque tu visualises cette boule qui tourne et qui a plein d'énergie, qui est très forte, et que tu visualises l'autre qui représente la pureté, qui représente le calme, qui représente l'amour, et que tu peux te visualiser, tu sais, comme merger, et même visualiser comme la boule blanche, aller englober, complètement absorber la boule rouge. Aussi simple ou idiot que ça puisse paraître, rien que ça peut considérablement changer l'état d'une personne lorsqu'on visualise jouer avec les émotions d'une manière très visuelle, d'une manière très imaginative. J'avais même fait complètement disparaître le trauma d'une personne en 30 minutes. Je sais pas si ça a complètement disparu, mais en tout cas, il y a eu des changements énormes en 30 minutes. J'ai jamais pu lui reparler par la suite pour savoir si ça avait duré sur le long terme. Mais une chose est sûre, c'est que au tout début, elle était incapable de juste prononcer le mot cafard. Et une fois qu'on avait fait 30 minutes de visualisation sur changer les caractéristiques et les sous-caractéristiques des cafards, comprendre vraiment c'était quoi, à quoi est-ce qu'elle identifie le cafard, comment est-ce qu'elle le voit, qu'est-ce qui la dérange là-dessus, qu'est-ce qui la dégoûte. Ou en fait, au début, c'était impossible de faire ça, je l'ai fait après. Donc au début, je me suis concentré sur les caractéristiques et les sous-caractéristiques d'un chien, puisque c'était son animal préféré avec lequel elle se sentait le mieux. Et donc, de prendre la langue, de prendre la petite agitation de la queue, de prendre le petit mignon, de prendre le poil tout doux. Et j'avais appliqué toutes ces caractéristiques qu'elle adorait chez un chien, chez un chien, et le mettre sur le cafard. Et puis après ça, on s'était imaginé toute une armée de bébés cafards avec des petits chiots, des chiots cafards, là, un genre de mix entre les deux. Et plus on avançait dans l'histoire et plus on créait une belle petite histoire super mignonne avec des trucs qui pour elle étaient complètement dégueulasses, ben plus son cerveau s'habituait ou devenait confortable à l'idée de faire face à un cafard. Et après les 30 minutes, là on avait vraiment tout déconstruit ça, on avait reconstruit l'image pure d'un cafard, un vrai cafard. Et elle était capable déjà de m'en parler, elle était capable de me le décrire. Et surtout, je lui ai demandé, imagine là, il y a une armée de cafards dans ta cuisine.
Qu'est-ce qui se passe? Puis elle me dit, ah, ben, je les laisse vivre. Je suis comme, quoi? Il y a à peine 30 minutes, tu n'étais même pas capable de dire le mot cafard et maintenant, tu peux t'imaginer être entouré de cafards qui grouillent de partout et il n'y a aucun problème. C'est incroyable comment c'est puissant l'imagination. Donc c'est pour ça que quand on dit qu'on s'intègre, on intègre au présent la personne qu'on veut devenir, ou on intègre des choses où on peut jouer avec nos émotions, on peut jouer avec même des tensions, avec comment est-ce qu'on se sent. Avec le pouvoir de l'imagination, de la visualisation, on peut faire énormément de choses. Tu peux être aussi créatif que tu veux. C'est une méditation qui est très pratiquée et qui est très populaire. Bob Proctor en fait beaucoup d'ailleurs, des comme ça. Et je suis en train de travailler pour en faire une dans ce style-là aussi, parce que je sais que c'est exactement la manière la plus puissante que je pourrais pour partager la chose que je veux partager. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce serait l'observation intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? Ça va aller dans, je dirais, tout ce qui est niveau mental et émotionnel. Parce qu'après, sinon, ça va devenir plus un scan corporel et ça, c'est un autre type de méditation. Donc, l'observation intérieure, ça va permettre de développer une connaissance de soi très développée, très accrue, comprendre pourquoi est-ce que je réagis de telle manière par rapport à tel événement. Donc, si je peux me faire une méditation très axée sur le calme, sur le repos, sur l'observation. Quand je dis observation, c'est observation. Ça veut dire pas un jugement, c'est pas une critique, c'est pas essayer de changer les choses. À partir du moment où il y a une action qui suit l'observation, c'est plus une observation. C'est une observation qui suit une critique, c'est un jugement. Une observation qui suit un changement, c'est un changement. Pour moi, observer, c'est juste observer. Donc, si tu observes réellement, c'est que tu observes sans essayer de rien faire. C'est comme quand on observe le ciel avec les nuages qui passent. On n'essaie pas de souffler sur les nuages, on n'essaie pas de les bloquer, on les observe passer. De la même manière que j'observe mes émotions venir et passer. J'observe les douleurs venir et passer. J'observe mes pensées venir et passer. J'observe mes croyances, des images. Peu importe tout ce que je peux observer, je l'observe. C'est une méditation qui va permettre de vraiment développer une bonne connaissance de soi. Et en même temps, ça développe aussi une connexion avec un fort supérieur, dans le sens où ça peut débloquer des énergies, ça peut débloquer la sensibilité à ressentir des énergies, à ressentir une connexion avec peu importe qu'est-ce que ça peut être. Ça peut être une connexion avec ton subconscient, une connexion avec Dieu, une connexion avec l'univers, une connexion avec peu importe à quoi tu crois ou peu importe qu'est-ce que ça pourrait te faire penser. Tant que ça te fait connecter avec quelque chose, si tu le ressens et si ça te fait du bien, continue. Troisième point, ça va être la concentration. Donc là, on pourrait se concentrer sur la respiration, on pourrait se concentrer sur l'observation d'une bougie, par exemple. On pourrait se concentrer aussi sur un point imaginaire dans sa tête. Tu peux t'imaginer un point blanc juste ici. Tu pourrais te concentrer sur un point imaginaire qui va représenter ton cœur. Peu importe, ça va développer ton focus, ça va développer ta discipline. Ça va aussi diminuer ou augmenter plutôt la sensibilité à la dopamine. Extrêmement, très puissant dans le quotidien de tous les jours de augmenter sa sensibilité à la dopamine. Puisqu'on est bombardé de dopamine tous les jours, constamment. Alors, si tu reçois constamment de la dopamine, eh bien, recevoir juste un autre coup de dopamine, ça paraît comme étant banal. Donc, si tu te mets à respirer, à boire de l'eau, ou à voir une fleur, ou tu sais, juste des trucs banals de la vie, ben, ça va avoir l'air justement banal de la vie. Et ce qui fait que ça devient plus difficile de développer la gratitude, plus difficile de développer une sensibilité aux choses qui pourraient nous apporter beaucoup de bonheur au quotidien. Tout simplement parce que le niveau de dopamine, de sensibilité au dopamine est tellement haut, parce qu'on en reçoit tellement avec tous les téléphones, les notifications, les réseaux, les films, le Netflix, avec la masturbation, le sexe, les jeux vidéo, la musique. Tu sais, on a tellement de dopamine qui est produite par plein de stimuli que ça devient extrêmement difficile de juste apprécier, respirer. Ça fait tellement du bien de respirer. Tu t'imagines même pas. Développer cette méditation-là, ça va juste réduire, augmenter au contraire la sensibilité à la dopamine et ça rend juste tout beaucoup plus plaisant dans la vie. Ça devient plus simple d'apprécier les petites choses de la vie, de juste apprécier un beau ciel bleu, apprécier regarder des arbres, des papillons. C'est très simple. Ça, on paraît quasiment être sous drogue quand on vit comme ça. Les gens nous voient un peu comme des weirdos, comme des gens bizarres. Mais c'est tellement beau de vivre comme ça parce qu'on élimine un petit peu tout ce qui est téléphone, tout ce qui est distraction, tout ce qui va nous amener de la dopamine. Et le focus aussi, c'est l'exemple de la bougie est très très bon
puisqu'on va se concentrer vraiment sur la bougie, à observer que la bougie. Et tu vas voir que toutes les 5, 10, 15 secondes, ton esprit va partir ailleurs. Va commencer tu vas commencer à voir des images dans ta tête, même en regardant la bougie. C'est limite si tu vois plus la bougie. Mais vu que tu la regardes, tu te rends même pas compte que tu la regardes plus. Tu te mets à regarder des histoires dans ta tête, mais tes yeux, ils continuent de voir la bougie. C'est juste que ce qui se passe, en fait, c'est que tu vas déléguer la vision au subconscient et ta conscience commence, elle, à se faire jouer des films puis à penser à plein de trucs. Et donc, tu remarques même plus. C'est très subtil comme distraction. Et le but, c'est de se ramener son attention le plus possible, le plus possible. Il faut bien comprendre que le but, très souvent, et tu vois, c'est un conseil dans beaucoup de choses qui va t'aider pour plein de sujets, plein de points, c'est que on va pas essayer de rester concentré le plus longtemps possible, on va plutôt essayer de ramener notre attention le plus souvent et le plus rapidement possible. Et ça peut avoir l'air simple, mais si tu restes concentré le plus longtemps possible, si tu te focuses sur cet objectif-là, tu vas être déçu à chaque fois que tu vas te rendre compte que tu es parti. Alors que si tu te concentres sur ramener ton attention, tu vas être content à chaque fois que tu vas être capable de ramener ton attention. C'est comme, yes, j'ai réussi à ramener. Oh yes, j'ai réussi à ramener. Oh yes, j'ai réussi à ramener. Alors que si ton objectif, c'était de le garder, oh merde, je l'ai perdu. Oh merde, je l'ai perdu. Toi, donc c'est juste changer un petit peu l'approche qu'on a avec la méditation. Par rapport aux pensées aussi, beaucoup de gens sont frustrés parce que j'essaie de me concentrer sur ma respiration. J'y arrive jamais. Toutes les 15, 20, 30 secondes, j'ai une pensée qui arrive et je perds mon focus. Ouais, mais peut-être que si tu te concentrais sur l'inverse, de juste à quel point est-ce que tu peux, à quelle rapidité est-ce que tu peux ramener ton focus. Il va partir de toute manière. Il va partir, tu peux être sûr et certain. Si ça prend 15 secondes, ou si ça prend 1 minute ou 10 minutes, il va finir par partir. Donc le but, c'est juste de le ramener et de le ramener le plus souvent possible, le plus rapidement possible. Ça m'a mis personnellement 70 heures en 7 jours avant d'être capable de remarquer que je perdais mon focus seulement quelques secondes ou quelques minutes après que je l'ai perdu. Et c'est quand j'ai fait la méditation Vipassana. Donc 120 heures de méditation en 10 jours, c'est intense, mais ça m'a appris beaucoup sur la méditation. Le troisième point, c'est la concentration. Donc là, on a fait celui-là. Donc le quatrième point, c'est les mantras. Les mantras, c'est un moyen de calmer l'esprit. C'est un peu comme on pourrait dire le chien de Pavlov. Tu sais qu'à chaque fois qu'il y avait une cloche, il se mettait à baver. C'est un peu comme conditionner son esprit à, lorsqu'on dit une phrase bien en particulier, à se mettre dans un état concentrationnel. Comment est-ce que ça se dit ça? Dans un état de concentration. Donc, le mantra, il y a des mots, si tu vas vraiment dans le sanskrit, donc dans la langue officielle des mantras, par rapport à la religion bouddhisme ou hindoue, c'est de là que vient la plupart des mots et des termes. Les mantras sont utilisés spécifiquement par rapport à certains mots parce qu'ils ont une énergie, une vibration, selon la croyance ou la science. Je ne sais pas si ça a été étudié, prouvé, mais c'est quelque chose qui date de plusieurs milliers d'années. Donc j'ai tendance à vraiment porter de la crédibilité à ce qu'ils disent. Pour eux, il y a vraiment des mots précis qui ont une forte énergie, qui ont une forte vibration et qui vont être très efficaces pour certains objectifs. La plupart du temps, c'est vraiment calmer l'esprit, focuser l'esprit. Donc le mantra, ça peut être aussi un mantra que tu crées toi-même. Ça peut être par exemple, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et tu fais juste, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et tu médites là-dessus. En fait, c'est même pas une méditation, mais je considère que c'est une forme de méditation. Et par exemple, dans le bouddhisme, j'avais acheté un mala, c'est un collier qui a 108 billes, et tu fais le tour des billes et tu répètes Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Et ça représente le chemin d'être imparfait avec Bouddha et d'aller chercher ses enseignements et la pureté de Bouddha. Bref, c'est un mantra qui a toute une histoire derrière, et ceux qui comprennent le mantra et ceux qui le connaissent, ils le répètent en ressentant toute l'histoire et en comprenant toute l'histoire qu'il y a derrière. Et c'est en faisant ce mantra encore et encore et encore et encore qu'ils intègrent vraiment le chemin à suivre. Et c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Donc, à force de faire ça, si tu répètes des trucs avec la confiance, avec comment tu veux te sentir, et que tu médites dessus et que tu relis une belle émotion avec un mantra, lorsque tu vas être en stress, lorsque tu vas être en anxiété, tu peux juste répéter le mantra et ton cerveau va tout de suite switcher off. Il va tout de suite se mettre dans « OK, méditation, concentration » dès que tu vas commencer à répéter le même mantra.
Parce qu'avec la répétition, c'est de la programmation. Plus tu répètes quelque chose, plus ça devient intégré en toi. Donc, si tu répètes une phrase comme ça, un mantra, tu peux être sûr que ça va être au long terme très efficace, très puissant. Après, c'est un style de méditation, c'est un style de pratique que il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. À toi de voir. Le prochain, c'est l'activité intentionnelle. C'est plutôt même la pleine conscience. Je considère que marcher, c'est de la méditation. Faire du sport, ça peut être une forme de méditation. Le yoga peut être une forme de méditation. Donc, c'est toute forme d'activité. Ça va être dans le style plutôt créativité. Lorsque je suis très focus sur un travail et que j'ai du mal à avancer, du mal à continuer, ça peut être même écrire un article, ça peut être essayer de faire des vidéos, etc. Des fois, juste prendre une marche dehors, prendre une marche en pleine conscience, sans juste tout ressentir, sans essayer de penser à quoi que ce soit, juste me laisser aller et être pleinement présent et conscient à ma marche. Il y a juste des idées qui peuvent tomber de nulle part et qui peuvent comme, wow, l'idée du siècle, la créativité du siècle sur quelque chose qui vont faire que, OK, là, je reviens à la maison et là, je me mets au travail parce que ça y est, ça m'a débloqué un truc. Parfois, faire autre chose et ne plus penser à la chose à laquelle on doit faire, ça permet justement de débloquer ce qui nous bloquait. Donc, les activités conscientes, ça peut faire ça. Et après, c'est sûr que c'est très bon pour la santé de manière générale. Tu peux faire de la marche consciente tous les jours. Ça va améliorer un petit peu ta santé si tu n'as pas l'habitude de faire des exercices. Le yoga était très bon. Le yoga aussi a plein d'autres... ça va très, très loin, le yoga. J'en connais pas encore assez, mais je sais qu'il y a des raisons très profondes de le faire. D'ailleurs, il me semble que le but du yoga, c'est d'atteindre la libération. Un petit peu comme la plupart des méditations. Et le 6e, ce serait le scan corporel. Donc là, quand on fait la méditation Vipassana, c'est exactement ce qu'on fait. On commence avec la concentration sur la respiration et après 5 jours, on se met au scan corporel. Donc on va scanner c'est du pied à la tête et de la tête aux pieds. Et donc, on va vraiment scanner partie par partie. Donc, on se concentre sur les pieds jusqu'à ce qu'on ressente des sensations. Dès que je ressens quelque chose, je passe au tibia. Si je ressens des sensations, je passe à l'arrière des cuisses. L'arrière des tibias, je me rappelle plus c'est quoi les muscles. Après ça, je monte aux cuisses, je monte aux jambes. Et là, une fois que j'ai fait mon genou aussi, une fois que j'ai fait toutes mes jambes, là, je fais un scan de toute ma jambe au complet. Donc là, j'essaie de ressentir toute ma jambe en même temps. Donc de ressentir les sensations, peu importe ça peut être quoi, ça peut être des fourmillements, ça peut être des tensions, ça peut être de la chaleur, du froid, ça peut être n'importe quoi. N'importe quel type de ressenti physique, je me concentre dessus et je vais vraiment méditer dans le sens où comment on dit ça? Je vais affûter ma capacité à ressentir mon corps. Et tu fais ça dans tout ton corps. C'est extrêmement efficace dans le sens où ça développe une belle connaissance de soi. Et si tu combines ça avec l'équanimité et anicca, c'est-à-dire le changement, comprendre le changement, ça, c'est the doorway, c'est le chemin direct vers l'illumination. En faisant ça, tu observes toutes les sensations de ton corps et tu ne réagis absolument pas. Tu restes équanime, neutre, aucune réaction, aucun jugement, rien du tout. J'observe. Et en observant, si tu as des douleurs, tu ne bouges pas. Tu continues de méditer et tu continues d'observer ta douleur. Et tu continues et t'observes parce que tu comprends anicca. Tu comprends que tout change. Tu comprends qu'il y a un changement à tout et que la douleur, si elle arrive, elle va partir. Que le bien-être qui est en train de monter parce que tu ressens des sensations partout et tu te sens super léger, tu te sens flotter, ça aussi, ça va partir. Et vu que tu comprends que tout va partir et tu restes neutre et tu ne fais qu'observer absolument tout ce qui se passe, tu développes en fait, tu brises dans le plus profond de ton subconscient les schémas de réaction qui apportent autant de souffrance dans ton quotidien et dans ta vie. C'est une des raisons principales qu'on fait Vipassana, c'est pour briser tous les schémas de réaction. Puisque on est des créateurs, et beaucoup de gens qui le disent, dans le monde spirituel, nous sommes des êtres créateurs, on crée notre propre vie, mais seulement très peu de gens le savent et le font. La plupart des gens réagissent, la seule partie de notre esprit qui peut créer, c'est la conscience. Tout le reste, c'est des programmes. Tout le reste de notre cerveau a été programmé d'une manière ou d'une autre pour nous faire survivre. Soit c'est des programmes qui ont déjà été installés par défaut dès la naissance, ou la plupart du reste, c'est des programmes qui viennent de l'éducation, qui viennent de nos parents, qui viennent de nos amis, qui viennent de nos expériences propres à nous. Et ça peut être des bons, des mauvais programmes, peu importe. C'est juste que si on n'est pas conscient de ça et qu'on n'utilise pas notre conscience, on se laisse
aller dans la vie de manière aléatoire, de manière automatique, de manière réactionnelle. Tout ce qu'on fait, c'est réagir. On réagit à tout. Les programmes ne peuvent faire que ça. Tout le reste du cerveau ne peut faire que réagir. Alors, si tu réagis, c'est que tu es en lien avec le passé. T'es pas en train de vivre le moment. T'es forcément dans le passé. T'es en train de ramener une expérience du passé parce que dans le passé, ça s'est passé comme ça et que j'ai réagi comme ça et que j'ai survécu, alors c'était une bonne réaction. Alors on continue de réagir encore et encore de la même manière et tu continues de recycler ton passé. Donc si quelqu'un te dit quelque chose et tu réagis en colère, ben si c'est un automatisme pour toi de réagir en colère, c'était peut-être valable au passé, peut-être que tu avais des valeurs à défendre ou peut-être que tu avais une belle raison parce que tu n'étais pas respecté ou quoi que ce soit de te mettre en colère. Mais disons que c'est peut-être pas la meilleure réaction à avoir automatique comme ça envers tout le monde parce que les gens sont pas tous là pour nous agresser ou pour nous manquer de respect. Donc c'était de faire cette méditation-là, ça va t'entraîner à juste ne plus réagir directement, à savoir prendre du recul. C'est l'intelligence émotionnelle. Prendre un petit peu de recul sur ce que je suis en train de vivre. Et au lieu de réagir tout de suite, je réfléchis. Ça me donne le temps de réfléchir, ça me donne le temps de développer ma conscience sur ce qui se passe dans ma vie et d'être un créateur. Là, ce qui se passe, c'est que la personne me dit telle chose. J'ai envie de réagir, j'ai envie de me mettre en colère, mais est-ce que c'est adapté? Est-ce que je suis sûr que son intention, c'est de me blesser ou c'est d'aller toucher mes valeurs ou est-ce que c'est parce qu'il me manque réellement de respect ou c'est parce que je perçois un manque de respect ou parce que j'ai mal compris la situation d'une manière ou d'une autre? Fait que tu sais, tu commences à te poser des questions, à devenir une personne civilisée et tu vas vraiment pouvoir développer des très beaux réflexes, changer tout ça, te reprogrammer d'une manière à ce que si la personne te dit comme ça, tu réagis d'une manière beaucoup plus positive. Ah, pourquoi est-ce que tu dis ça? Est-ce que tu as vraiment une intention comme de cette manière-là? Et tu reprends contrôle de ta vie. Et tu arrêtes de vivre en automatisme et de manière complètement robotique. En fait, c'est même ce qu'on pourrait appeler la matrice. Tu sors de la matrice. Voici les 6 types de méditation. Pourquoi est-ce qu'on les fait? Comment est-ce qu'on les fait? J'espère que ça t'a aidé. Tu peux mettre un commentaire, tu peux partager la vidéo aussi si ça t'a aidé, si tu penses que ça pourrait aider d'autres personnes. J'ai beaucoup d'énergie en ce moment, donc peut-être que je parle un peu vite. Mais j'ai adoré faire cette vidéo-là. J'avais vraiment envie de la faire parce que ça fait longtemps que je fais de la méditation maintenant, depuis que je suis au Népal. Je le fais toujours pas de manière régulière, mais je fais de mon mieux pour en faire régulièrement. Et ça faisait quelques jours que j'en avais pas fait. Ce matin, j'ai fait encore un 30 minutes de méditation et ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a apporté tellement de clarté, ça m'a apporté plein d'idées aussi. Donc, je voulais vraiment le partager aujourd'hui. Et je te souhaite 22 minutes, wow! Je te souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Salut!